Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Ouais. Bonsoir Richard. Salut, ça y est, on est en live devant tout le monde. Ça y est, on est en live devant tout le monde. Salut à tous. Moi, je vois pas par contre les messages des gens. Tu vois pas les messages des gens, alors sur ton retour Twitch, tu dois les avoir dans la fenêtre. Ah bah oui. Parce que là, en fait, tu vas avoir juste ton retour Discord. Oui, alors ce soir, comme d'habitude, c'est les anciens découvrent la technologie. Vous allez voir, c'est... Non, mais c'est vrai que Twitch, c'est compliqué, ouais. C'est pas... C'est pas fastoche, et Discord, c'est pas fastoche non plus. Ah oui, il y a de la pub, évidemment. Oui, il y a de la pub, oui. Ah oui, oui, monsieur, il y a de la pub. Vous faites pas Il faut bien manger, oui, j'ai bien compris. T'as bien compris le principe. Moi, j'ai pas la chance d'avoir de la viande gratuite tous les dimanches. Hein. Ah, ça. Tu sais pas ce que tu rates, hein. Non, en fait, je dis ça, mais c'est faux, parce que je chasse pas et j'ai quand même de la viande gratuite, si tu veux. Ah, faut que tu nous expliques ça, quand même. Parce que j'ai des terres, figurez-vous, je suis un propriétaire terrien. Alors, monsieur a des terres. Monsieur a des terres et a droit de voilà vivre mort sur ses terres. Voilà qui est une information. Et il se trouve que les deux sociétés de chasse, alors je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça, mais dans ma campagne on appelle ça les sociétés de chasse, chassent sur mes terres, voyez-vous, et m'amènent des cuisseaux, des côtelettes, enfin tout un tas de trucs. D'accord, oui, je vois. Voilà, pour te remercier en fait de les laisser chasser sur leur... Voilà, d'accord. Merci mon bon Seigneur. Monsieur est bien bon. Il vous en prie. Voilà. Mais de par même pas une conversation, c'est le petit message que tu m'avais mis sur Twix il y a quelques semaines. Je me suis renseigné pour le permis de chasser et je pense que je vais attaquer ça l'année prochaine. Ah. Voilà qui est bien. Voilà. Et moi qui fais du tir sportif depuis des années, moi au moins je serai un bon tir. Là je commence à t'envoyer des pics. Tu vois. Ouais, non mais tu peux parce que c'est vrai que tout ce qui est tir à base d'armes qui font du bruit, je crois pas. En fait, si je suis pas mauvais avec une carabine. Puisque j'ai fait l'armée. Putain, qu'est-ce qu'on est des boomers. Ah t'as vu hein, mais tu vas reconnaître plein de... Oui, j'ai fait l'armée, donc j'ai brûlé quelques milliers de cartouches à l'armée, mais ouais, en plus, mais c'est vrai que tout ce qui est calibre 12 tir sur gibier mou, non, ça je l'ai pas. Sanglier courant, c'est spécial, hein, comme ouais, non, je l'ai pas, ça, je l'ai pas. Moi, je suis sans déconner, hein, par exemple, il y a un faisan qui décolle, je suis meilleur avec un arc qu'avec un fusil, je crois. Oui, d'accord, mais je t'ai entendu souvent parler de tes compétences à l'arc, qui m'épatent toujours, parce que moi, je suis une vraie bille, j'ai jamais réussi à mettre une flèche dans la cible. Je sais pas à cause de quoi, c'est dû. J'arrive à toucher. Le talent peut-être, tu sais, ça joue à pas grand-chose. Voilà, le truc qui me manque. Ah oui, c'est ça, c'est la différence. 40 000 abonnés, 72 000, c'est voilà. C'est con, non, on joue pas à ça. On va pas se la montrer ce soir, bon. Non, c'était une pique sur la. Ah, une sur pique, la partie. d'accord, comme pour les chasses à courre, c'est ça. Exactement. Très bien, la chasse à l'auroch. Il y a Misco qui pose des questions, on peut répondre quand même. Arc classique ou poulie? Eh ben les deux. Regarde. Si tu regardes derrière moi, tu vois les deux. Tu vois les deux. Tu vois mon arc à poulie, et puis tu vois un arc traditionnel. Voilà. Au-dessus de la croix de Camargue, tu as un arc à poulie, un Daemon Oat, et puis j'en ai d'autres qui sont accrochés un petit peu partout. Voilà.
Ah mais c'est... Bah tiens, on va commencer. Alors, je t'ai présenté succinctement tout à l'heure. Je vais donc Richard, bah, c'est une chaîne de 76 000 abonnés, mine de rien, et comme je vous ai dit tout à l'heure, une des premières chaînes que j'ai suivies, que je suis assidûment. Vous savez pourquoi j'apprécie ces contenus, qui est visiblement présente depuis 2020, si je ne m'abuse, c'est ça? 2000, en fait, j'ai sorti ma chaîne au premier confinement. Ok, bah pareil, on a commencé en même temps, figure-toi. Ben, voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, il fallait faire quelque chose. On est des confinés, en fait. Voilà, exactement. Et donc voilà, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et ouais, ça va faire 4, c'était janvier 2020, d'après ce que j'ai vu. T'as quand même sorti 197 vidéos en 3 ans. C'est pas mal du tout, et 11 millions de vues, chapeau. Chapeau bas. Merci monsieur, merci bien aimable. Et tu sévis également sur un blog Chasse Éternelle que je lis, que je trouve qui m'apprend énormément de choses. Là, on n'est pas du tout dans le domaine de la polémique ou du tirec, mais on est vraiment dans quelque chose de plus article de fond. Et j'adore retrouver ta patte aussi dedans. Et ça traite de sujets qui m'intéressent aussi. On va en parler tout au long de la soirée, mais tout ce qui traite justement de la ruralité, des problématiques de néo-ruralité notamment, qui ont tendance à me passer la rate au courbouillon, et qui sont... toi aussi, oui, moi aussi. Oui. Moi, je suis né, je suis un enfant de la ruralité, je suis un périgourdin de naissance, j'ai été élevé dans le Périgord vert, donc le dernier refuge des loups, Comte de Montignac, tout ça, tu vois. Alors, c'est pas du tout dans la même région, mais c'est pour la référence. Voilà. Et du coup, j'ai vu arriver les néo-ruraux dans les années 70 qui venaient demander conseil à mes parents qui étaient hippies, mais qui eux étaient issus de la terre, si tu veux, donc qui n'ont pas fait trop de conneries avec l'élevage, tout ça, ça se passait plutôt bien. Et puis je vois maintenant que je reviens en France, là je suis revenu en France depuis quelques mois, j'ai vu s'installer dans nos vertes campagnes du Périgord des vrais néo-ruraux qui ne cultivent pas la terre, mais qui s'expriment sur ceux qui la cultivent. Alors, je ne vais pas faire un appel à l'ancienneté, parce que ce serait mal à propos, mais qui arrachent les haies, par exemple, pour y mettre des belles choses qui sont, comment dire, de la permaculture, mais qui n'a pas forcément lieu d'être dans un endroit comme le Périgord, où naturellement tout pousse, et où une haie a son importance, parce que si elle a été placée là, c'est que les anciens avaient compris qu'en mettant des haies au bord des chemins, au bord des terrains, etc., ça pouvait prévenir de certaines choses, etc., en détournant des rivières, par exemple, pour amener de l'eau dans leur propriété, propriétés qu'ils ont souvent héritées, d'ailleurs, de parents ou de grands-parents qui étaient agriculteurs. Enfin voilà, il y a toute cette problématique de la néo-ruralité, qui sont des gens qui arrivent de la ville et qui se mettent depuis quelque temps en association, parce que c'est de la permaculture végane, plus pas d'élevage, des manifs récurrentes devant les élevages de la région, des manifs pour bloquer les voitures des chasseurs, etc. Et j'ai découvert cette problématique qui m'a d'autant plus renvoyé avec intérêt vers tes vidéos. Et c'est un sujet que tu abordes régulièrement avec l'ASPAS, avec Monsieur Clément, avec One Voice, avec le Parti Animaliste, avec Pierre Rigaud aussi. Pierre Rigaud qui visiblement est venu quelques fois dans notre région. Faut qu'on les présente à tout le monde. Attends. Voilà. Ah bah tiens. Ah ben voilà, parfait, voilà. Je crois que c'est une dédicace. Ce sont mes amis. Donc voilà, on retrouve Chasse Éternelle, c'est mon média. Et puis voilà, One Voice, ça va, la Fondation Brigitte Bardot, l'ASPAS. Et puis donc Europe Écologie Les Verts, le Parti Animaliste. Et puis en dessous, vous allez retrouver donc Hugo Clément et Pierre Rigaud, qui sont nos... Tout ça, c'est globalement, c'est ce qu'on dit dans la grande distribution, c'est les 20-80. C'est-à-dire, c'est les 20% d'animalistes anti-chasse qui représentent 80% de mon travail. Donc, voilà. Je voulais leur rendre hommage, puisque c'est quand même eux qui payent les traites de la maison. Donc, big up à tous. Merci. Mais c'est vrai que bravo. Non, en plus encadré sur un châssis, j'avoue que je me suis pas foutu de leur gueule quand même. J'apprécie le beau geste. Et c'est vrai que j'avoue me régaler à chaque fois que tu sors une vidéo sur les champions anti-chasse du mois, par exemple, dont ces individus font très souvent partie. N'étant pas un fan du clash pour rien, au moins je viens sur tes vidéos champions anti-chasse pour des clashs pas pour rien, et qui ne sont pas des clashs, parce que tu n'es pas un clasheur, c'est ça que j'aime, parce que je déteste ces invectives pour rien. Moi je pars uniquement avec des arguments, voilà.
je clash pas les gens pour les gens. Par contre, je remarque que ta casquette, elle est pas super woke. Non, alors ils font plus de woke chez SNW, ils ont arrêté parce que ça se vendait vachement moins. Ça se vendait pas. Non. C'est avec le V de vegan, non. Ils ont sorti une ligne, mais ils ont arrêté. C'est ça, c'est Sex and Wagon. C'était une variante. C'est une variante, c'est tout à fait. Oui, je l'ai eu en cadeau avec ma dernière acquisition, tu vois. D'accord. Qui n'était pas une canne à pêche. C'est quoi? T'as acheté un puzzle, c'est ça? J'ai acheté un puzzle. En fait, c'est un puzzle des pères fondateurs. Hein. C'est pour Thanksgiving. Et voilà. Salut, merci. Merci à toi, Mr. Lex, et merci beaucoup. Je vais intervenir de temps en temps. Tu vas m'entendre hurler comme un primate. C'est quand les gens s'abonnent. Non, mais je vois. Voilà, c'est les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous, les gens. Merci, D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose parce que je suis invité chez Alexandre de la chaîne Satsujin. Pourquoi je suis là? Parce que, moi, je pense que Alexandre est sans doute, à ma connaissance, le meilleur raconteur d'histoire du game YouTube français. Je pense vraiment ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de plume et une qualité de narration que je ne connais pas ailleurs, et sur des chaînes des fois qui ont 2 millions d'abonnés. Donc si je suis là, c'est parce que d'abord je suis un gros client de tes histoires, qui m'ont fait découvrir plein de trucs, parce que comme beaucoup de gens, je connais pas le Japon. Et j'adore quand je kiffe quand tu prends l'accent japonais au milieu d'une phrase française. Mais je te jure, j'adore ça. Ça me fait kiffer. Donc et puis voilà, la qualité des histoires. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Je suis un grand amateur aussi d'enquête criminelle. Ça me plaît beaucoup. Et donc voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut te donner le maximum de visibilité pour faire découvrir cette chaîne qui mérite quand même infiniment plus d'attention qu'elle en a aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour dire aux gens qui sont là pourquoi je suis là. C'est très gentil. Et c'est pas une solidarité de barbu comme je vais le lire dans pas longtemps dans le. C'est gentil à toi. J'écoute, c'est vraiment adorable. Écoute, on va peut-être commencer, on va peut-être continuer sur notre lancée. Je te parlais de ce retour à la Terre que beaucoup sont en train d'effectuer là depuis quelque temps, qui n'est pas vraiment un retour à la Terre, mais une arrivée dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai constaté du haut de mes 53 balais que à l'époque où j'étais gamin, les chasseurs avaient une bonne image. Moi, j'allais à la chasse avec mon grand-oncle. Alors, j'avais 8 ans et j'avais un fusil, mais bon, c'était une autre époque. On allait chasser avec le chien, avec les braques. Hein. Il avait un joli braque tout gris qui était adorable. Ouais. Et on allait chasser. Après, j'allais aussi avec un copain à moi au collège qui allait chasser avec son père. Et le fait d'aller chasser faisait partie intégrante de la vie à la campagne ou dans les petites villes. Il y avait chez mes amis, et dans ma famille, plutôt écolo, hippie, etc., une certaine appétence pour la chasse aussi. Donc à l'arc, comme toi, mais c'était peut-être aussi les débuts du retour à cette forme de chasse. Je connais pas tellement l'histoire de la chasse à l'arc contemporaine, mais enfin c'est ce que je pouvais sentir. La pose de collets aussi, qui faisait... Moi j'en ai posé tout le temps, quand j'étais petit on mettait des collets partout, on allait les relever et on attrapait des trucs, et salut et merci à toi. Et donc ça faisait partie intégrante de cette vie à la campagne, de cette vie dans les petites villes, dans les moyennes villes comme Périgueux où j'habite maintenant, les gens avaient aussi un endroit où ils allaient chasser, donc dans des forêts municipales, etc. Ils faisaient partie de sociétés de chasse. Et aujourd'hui je reviens, et je me rends compte que la chasse, pour beaucoup de gens qui ne l'ont jamais pratiquée, j'imagine, et qui ne la connaissent qu'à travers certains médias, c'est devenu une horreur sans nom, que la chasse a mauvaise presse absolument partout, dans les médias mainstream, dans les médias traditionnels, chez les influenceurs, entre guillemets, youtubeurs, etc., que je peux regarder, que je peux suivre de temps à autre, même s'il n'y a pas une militance anti-chasse, il y a quand même des petits pics de temps en temps, les chasseurs qui boivent, blablabla, tout ça. Selon toi, d'où vient cette image catastrophique qu'ont les chasseurs aujourd'hui, sans, à mon avis, l'avoir mérité, mais de par la propagande, d'où vient cette propagande, pourquoi, comment on en est arrivé là, comment les écolos traditionnels de l'époque sont passés de...
tout simplement travailler avec les chasseurs, les chasseurs sont la base de tous les maux de l'univers, et du Covid certainement, parce qu'ils sont tellement méchants que ça... On a assassiné JFK aussi. Ah oui, c'est ça, oui. Mais ça, oui, bon, ça après, ça m'étonnerait pas. Le mec a mis dans le mille, remarque, c'est peut-être pas un chasseur. Non, vas-y, Non, en fait, c'est marrant parce que pour comparer avec un pays comme par exemple les États-Unis, où je sortais un sondage, je regardais un sondage il y a pas longtemps, il y a plus de 9 Américains sur 10 qui ont une image positive de la chasse, ce qui est assez fou, ce qui nous fait rêver, nous, un petit peu. C'est simplement lié à notre histoire commune. C'est intéressant de comparer les deux pour expliquer, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que les États-Unis, la chasse est extrêmement liée à l'image des pionniers. Donc les gens qui ont créé le pays, c'est-à-dire que sans la chasse, les États-Unis n'existeraient pas, puisque les gens qui avançaient vers l'Ouest, cette conquête de l'Ouest n'a pu se faire que grâce à la chasse. Il y a eu énormément de dérives d'ailleurs, mais en tout cas, il est resté dans l'inconscient collectif cette image du cow-boy qui a les pères fondateurs justement qui ont créé ce pays grâce à la chasse. Voilà. Nous, il faut savoir que la chasse, jusqu'à la Révolution française, c'était une affaire de nobles. Donc, il y avait une défiance par rapport à ça, c'est-à-dire que la chasse était vue comme une activité à l'époque très élitiste, et c'est donc la Révolution française qui a rendu la chasse au peuple. Mais l'image négative de la chasse est malgré tout restée dans l'inconscient collectif. En tout cas, c'est une des explications. Ce qui fait que derrière, on se retrouve avec deux visions, deux images de la chasse. On a d'un côté l'image justement de cet aristocrate plein de thunes, l'image de la chasse à court, le baron de la Rochefoucauld, le baron de Rothschild qui chasse à court. Ça crée toujours, ça convoque toujours des images et ça permet aux gens un petit peu de continuer à se taper du bourgeois et ça fait toujours recette. Et puis à côté de ça est venue l'histoire c'est marrant parce que les deux images cohabitent, du gros beauf, aviné et alcoolique. C'est ça, tout à fait. Et cette image-là, clairement, elle a été clairement popularisée par le sketch des Inconnus, qui est un de leurs sketchs les plus iconiques, et je dois dire d'ailleurs très drôle, parce qu'il y a des gens qui essayent de faire de l'humour avec la chasse, ils y arrivent rarement. Les Inconnus, eux, ils sont parvenus, c'est-à-dire que c'est à la fois méchant et drôle, donc voilà, moi je valide complètement. Mais malheureusement, je crois, et à leur corps défendant d'ailleurs, la chasse est devenue aussi ce symbole de gros beauf aviné, généralement, qui tue des animaux sans défense. Généralement, il tape aussi sur sa femme, ça va avec. Il tue ses chiens, il leur donne pas à manger. C'est vrai que nous, les chasseurs, on aime bien chasser avec des chiens qui ont faim, parce que généralement, quand ils ont faim, ils chassent mieux. C'est ce genre de conneries. C'est le genre de conneries qu'on peut entendre. Donc voilà, il y a ces deux images qui cohabitent, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus il y a l'image du gros beauf qui prend le pas sur celle de l'aristocrate, et c'est clairement entretenu par nos adversaires idéologiques, que sont tous ceux qu'on a cités tout à l'heure et qui veulent l'abolition de la chasse. Donc c'est vraiment entretenu, et puis aussi par une presse un peu paresseuse qui s'amuse des clichés et qui cherche pas, qui cherche pas bien longtemps, bien loin les sources et le reste. Oui, alors ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement. Moi, je me posais aussi comme réflexion, comme base de réflexion là-dessus. Alors, je vais peut-être un peu trop loin. Tu me le dis tout de suite si tu penses que je suis en plein délire. Le fait aussi que les sociétés occidentales et industrielles s'éloignent année après année, décennie après décennie de la mort, tout simplement. Ça, c'est un sujet central, clairement. La mort fait plus du tout partie de notre quotidien. Moi, je le répète à qui veut l'entendre, mais c'est la réalité. Quand j'étais enfant, je tuais des lapins avec ma grand-mère, on tuait des poulets, j'aidais à gaver les oies, ensuite on faisait le foie gras. J'ai tué mon premier mouton pour un méchoui, c'était pour ma communion, j'avais 11 ans, donc je l'ai mis sur l'échelle et tout. J'avais aucun problème, je pouvais aimer j'aimais les animaux de la ferme de mes parents, qui étaient producteurs. On tuait des chevreaux pour la viande, pour l'auberge. Ils avaient une ferme auberge avec un camping à la ferme et tout, donc ils produisaient 100% de ce qu'on consommait. Et on avait cette proximité avec la mort pour la consommation de la viande, comme on peut l'avoir à la chasse, tout simplement. Pardon de te couper, mais on avait une proximité avec la mort tout court. C'est-à-dire qu'avant, les gens mouraient dans leur lit.
il y avait les gens avaient apprivoisé la notion de mort. Aujourd'hui, la mort n'existe plus, pour ainsi dire, dans nos sociétés. Tout est balancé dans les zones industrielles, à la fois les abattoirs, à la fois tout est aseptisé, les vieux meurent plus chez eux, mais dans des hôpitaux. Donc c'est vrai qu'on est coupé complètement de cette notion qui est, voilà, c'est une espèce d'illusion d'éternité dans laquelle ces gens veulent vivre, et les chasseurs représentent aujourd'hui la part sans doute la plus visible de cette mort qui existe, c'est-à-dire que nous on donne la mort en conscience, mais à l'heure où on est tous en train de chercher des moyens de se nourrir et de le plus écologiquement possible, on est voilà, la chasse, c'est les animaux sauvages dans leur milieu naturel. C'est quelque chose qui m'étonne toujours autant. Non, ils sont parfaits tes cheveux, parfait. Alors là, je t'envie. J'ai toujours rêvé d'avoir des petites bouclettes comme ça. C'est vrai ? Ah ouais, c'est mignon comme ça. C'est ça, on dirait un petit mouton sauvage, tu sais, de ceux qu'il faut protéger. Ah, ça, on l'avait pas dit, un petit mouton sauvage. Ouais, fais attention, si on commence sur les vannes, Alexandre, ça risque de partir en cacahuète quand même. Ah non, alors moi je suis inattaquable. Alors là, j'ai aucun signe distinctif. Ouais, c'est ça le truc. Il n'y a aucun signe distinctif. Aucun. Moi, personne me voit dans la rue. C'est ça. Alors là, j'adore ça. J'ai l'impression d'être un lampadaire des fois. Les chiens me font pipi dessus en plus. T'as un petit côté ZZ Top franchouillard, moi, qui me plaît beaucoup. Ah, franchouillard, ça j'aime bien, par contre. Ouais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois tout à fait. Lagrange, ZZ Top, tout ça, mais avec un bon verre de pif, tu vois. Ah ouais, ça, mais alors pas ce soir, parce que je me suis dit, je vais pas me... Il faut savoir que... Non, on va éviter les clichés ce soir. Hein. Ouais, on va éviter les clichés ce soir, ce serait... Ouais. Et malheureusement, je n'ai pas le compte en banque de Dusty Hill, puisse-t-il reposer en paix, puisqu'il est mort, hein, comme tout le monde le sait. Qui c'est ça ? Dusty Hill, c'était le bassiste de ZZ Top qui est mort il y a 2 ans. Ah. C'est celui avec lequel j'avais le plus d'affinité capillaire et faciale. Enfin, faciale, dans le sens. Oula, me faites pas dire des choses. Nous ne nous lançons pas là-dedans. Bienvenue au club. Oui. Nous, on t'accepte avec ta différence, Alexandre. Oui, je sais, mais vous êtes comme ça, les chasseurs. Vous acceptez les différences. Et ça, j'avoue que vous tirez mon chapeau tyrolien, bien entendu, puisque vous êtes tous... Bien entendu. Voilà. Donc, ben, je suis content de voir que mes pistes de réflexion sont peut-être pas si idiotes que ça, parce que je vois dans la quête de pureté qu'il peut y avoir chez certains militants que j'écoute ou que je lis parfois dans les commentaires, que ce soit sous tes posts ou ailleurs, c'est une espèce de volonté de pureté en ignorant à peu près tout ce qui fait les travers ou même la consistance et l'essence même de l'humanité, et c'est-à-dire manger, tuer pour manger, faire partie de la chaîne alimentaire et de la chaîne de l'évolution en général. Et cette négation absolument sans argument, c'est ça le problème, me fait un peu sortir de mon slip à reculons depuis que je le découvre, avec cette notion aussi de vouloir... j'en parle souvent avec des contemporains proches qui sont véganes et qui achètent des trucs imbouffables qui viennent du bout du monde et fabriqués par des petits-enfants à qui on coupe des doigts pour faire des knackis pour les ignobles personnages comme nous qui mangeons de la viande. Et j'ai du mal à comprendre justement pourquoi tous les écologistes et tous les adeptes du manger mieux sont pas pro-chasse ou même chasseurs eux-mêmes. C'est un mouvement qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a le mouvement vegan est en train de changer. Il y a une branche du véganisme qui est en train d'évoluer justement vers la chasse, parce que en fait les gens ont compris que le problème n'était pas à la base la chasse en soi, mais la surconsommation de merde, en fait, pour aller vite. Ouais, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'un retour à la nature, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à vouloir évoluer en autarcie, et ils se rendent compte, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, où Hugo Clément lui-même avoue dans la vidéo que la manière la plus éthique aujourd'hui de consommer de la viande, si on veut en consommer, c'est la chasse d'un animal sauvage dans son milieu naturel. Évidemment d'un animal sauvage qui n'est pas en danger, hein, bien entendu, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est bien pour ça qu'il y a un retour aux États-Unis, il y a un mouvement vegan qui est en train d'évoluer vers la chasse. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, moi je connaissais pas du tout ce mouvement, mais en tout cas oui, je trouve ça plus qu'intéressant, je trouve ça même normal. Ça me semble dans le cheminement qu'ils ont, le cheminement idéologique qu'ils ont, ça me semblerait même. J'entends parler à chaque fois de comment ça s'appelle, de
de locavore, c'est ça? Ouais. Circuit direct, circuit court, locavore, etc. Ça me semblerait, surtout qu'une fois de plus, pour en consommer aussi régulièrement, la viande de chasse est quand même une viande qui a une autre qualité que les saloperies qu'on peut acheter dans la grande distribution, et même chez certains bouchers, parce qu'il faut arrêter de me faire la retape des bouchers. Il y a certains bouchers là dans le coin qui vendent vraiment de la saloperie, je sais pas où ils l'achètent. Par exemple, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver en France, alors au Japon on en trouve partout, pourquoi on ne trouve pas de viande de chasse aux étals des bouchers dans les supermarchés? On ne trouve pas dans les étals de supermarché. Alors, je ne t'entends plus. Rapproche-toi un petit peu du micro, s'il te plaît. Tu m'entends plus là? Ça y est, c'est bon? C'est bon là. Excuse-moi. En fait, on ne trouve pas de viande sur les étals, malheureusement, à cause des normes vétérinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme avant, une personne avait la capacité, un éleveur de poules pouvait tuer ses poules et les vendre ensuite sur le marché. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il doit passer par un abattoir agréé. Et c'est le cas aussi pour la viande de chasse. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation absolument débile, et je pèse mes mots, où on a à peu près 2 millions de sangliers, par exemple, en France aujourd'hui, que ça pose un vrai problème. On en tue à peu près 1 million par an, 1 million de sangliers tués par an. Il y a de quoi nourrir du monde. Et on importe de la viande de sanglier de Roumanie ou d'ailleurs pour faire le pâté qu'on retrouve dans les supermarchés. Super, d'accord, ok. C'est absolument débilissime. Donc, en fait, on est comme dans beaucoup de domaines, étouffé par les normes, et notamment les normes européennes, qui nous empêchent d'aller vers du bon sens, qu'on pourrait appeler du bon sens paysan, effectivement. Après, moi, je bosse, par exemple, en sponsorisation avec des boîtes qui valorisent de la viande de gibier. J'ai vu ça. Ouais. Mais tu te rends compte, à terme, que le prix de vente derrière, à cause du fait qu'il faut aller récolter le gibier et ensuite l'amener sur des services vétérinaires qui vont contrôler, ça devient prohibitif. C'est on retrouve de la viande à 50 balles le kilo. Oui, voilà, c'est quelque chose d'assez aberrant, j'ai remarqué aussi. C'est complètement idiot, parce que moi, par exemple, des fois, je tue un sanglier de 80 kilos, ça doit représenter quelque chose comme 50 kilos de viande. Donc, j'ai un congélateur, mais qui n'est pas extensible, j'en fais profiter les gens autour de moi, mais il devrait y avoir un système de collecte et qui permettrait justement de revaloriser cette viande ensuite pour la proposer aux personnes. Parce que quand on veut manger de la viande éthique, aujourd'hui, on parle d'élevage plein air, on parle de donner de l'extérieur aux animaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus éthique qu'un animal qui est né et qui a vécu toute sa vie dans la nature? C'est ce que j'allais dire, oui, et qu'on a tué juste avant de le consommer de façon. Et je vais te dire, Alexandre, pour moi, c'est pas compliqué. Je n'accepte les critiques de la chasse que des gens qui sont absolument végétariens ou véganes. C'est-à-dire que le gars qui mange de la viande et qui vient m'expliquer derrière que la chasse ci ou la chasse ça, là, pardon, je vais être trivial, mais ferme un petit peu ta gueule quand même. Hein. Comme dit Monsieur Larcher. Voilà, exactement. J'accepte exactement ce Monsieur Larcher. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des colères saines à un moment. Merde. Tout à fait. C'est un homme qui sait vivre, ça se voit tout de suite. Exactement, et un chasseur en plus, Monsieur Larcher. C'est un vétérinaire pourtant, tu vois. Tu vois, j'ai des potes véto chasseurs, moi. Mais heureusement, oui. Heureusement qu'il y en a. Et voilà, donc c'est hyper important de garder ça en tête. Quand on mange de la viande, on peut pas être anti-chasse. Je comprends pas la logique. Non, et c'est ça qui est fou, c'est quand tu regardes les sondages, il y a 53% des Français qui se disent avoir une mauvaise image de la chasse. Ok, 53%. Et malgré tout, il y a que 2% en France de personnes qui ne mangent pas de viande. Donc tu vois, il y a quand même un gros décalage quand même. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'image que véhiculent les médias en général et certains médias en particulier. Je pense particulièrement aux réseaux sociaux et aux nouveaux médias comme là où on est ce soir, Twitch ou YouTube, etc., où on trouve
à part ta chaîne et quelques autres, mais qui sont peut-être moins diffusés, principalement du contenu anti-chasse, ou en tout cas qui va dans le sens du les chasseurs sont des gros méchants et ils tuent la maman de Bambi. Je vois ça plus souvent que du contenu rationnel. Une fois de plus, je le disais, on en parlait cet après-midi, mais je le répétais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contenus sceptiques, zététiques et compagnie, et pour moi, une des plus grandes tâches qu'il peut y avoir dans la carrière de la Tronchambier, que j'apprécie pourtant, c'est leur live sur la chasse. Mais en fait, cette personne, puisqu'on parle d'un serment d'axe, cette personne, moi je la suivais pendant un temps, il est capable d'avoir des vraies fulgurances, des vraies capacités à expliquer aux gens les choses, les remettre un petit peu dans le droit chemin. Par contre, tu commences à lui parler de chasse, le mec il vrille en fait. C'est ça. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'émotion prend le pas sur la pensée. Alors pour un zététicien, c'est quand même un poil compliqué. Oui, parce qu'il y a toutes. Arnaud de la chaîne Astronogeek, on a largement parlé de cette frange zététique qui se perd un petit peu dans les méandres des émotions. Et tout le reste, mais du coup c'est un sujet, c'est vrai, c'est un sujet qui crée des passions et les gens ils ont du mal à réfléchir normalement, correctement, parce que voilà, comme tu disais, on tue la maman de Bambi, quoi. Et malgré tout, quand tu regardes bien, je te dis, moi, quand je ne considère pas faire quelque chose de mal, quand je vais aller tuer ce week-end peut-être un sanglier, le ramener, le préparer, le faire manger à ma famille, en donner à mes voisins qui attendent ça de pied ferme, on s'échange, en échange ils me donnent des carottes, de leur jardin, des trucs, enfin je veux dire, tu vois, on vit normalement, on vit simplement. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus, tu viens de dire tout à l'heure là que tu n'acceptais pas des critiques de gens qui mangent de la viande. Et je sais que dans le duo Vlad et vegan, mais Thomas mange de la viande a priori. Enfin, il est pas végétarien. Et le fait d'accepter d'aller acheter de la viande quelque part, mais de ne pas accepter celui qui a tué la viande qu'il allait manger. Parce que s'il accepte qu'on abatte un animal dans un abattoir, le geste est le même que celui d'un chasseur, sauf que ça se fait dans des conditions souvent pas terribles, contrairement à la chasse. Voilà. Et une fois de plus, j'ai jamais rencontré, que ce soit à l'époque chez les vieux chasseurs ruraux des années 70 ou ceux que je connais maintenant, de gens qui aimaient faire souffrir pour le plaisir. Ça n'existe pas. Évidemment pas. Moi, je suis un chasseur. Je suis pas. Mon objectif, c'est la prédation. Donc, on est les seuls prédateurs sur Terre à avoir le souci de la souffrance de sa proie. Enfin, tu regardes un petit peu comment des hyènes peuvent mettre à mort un gnou. Tu regardes comment des loups peuvent dévorer vivant un jeune bison parce que voilà. Enfin, nous, on est des prédateurs comme les autres. Seulement, nous, on a une conscience, une éthique qui fait qu'on met tout en œuvre pour que ce moment dure le moins longtemps possible et qu'il y ait le moins de souffrance pour la bête. Mais voilà, effectivement, parce que quand on parle de souffrance des animaux qui sont élevés en batterie, je veux dire, la souffrance, elle n'est pas que dans la mise à mort, elle est aussi dans quotidien, bien sûr. Dans les conditions de vie. Je parle évidemment pas des élevages extensifs ou des éleveurs qui font un formidable travail. Mais après, il y a des usines à bouffe qui font qui globalement font du nuggets pour McDo. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Oui, comment ça s'appelle, des fermes-usines. Alors, on n'en a pas trop dans la région, mais c'est vrai qu'ici, on est plutôt sur une petite agriculture. La Dordogne, c'est pas un pays de grand territoire, de grande culture, on va dire. Je veux dire, de culture agricole. On est très cultivé quand même. Mais je vois la plupart des fermes qui sont dans mon coin, ils ont 3 vaches, 2 cochons. C'est de l'autosuffisance avec une petite revente pour survivre, on va dire. Donc, on est vraiment dans un coin qu'on n'a pas vraiment de problématiques un peu comme dans les Landes ou partout dans le Gers. Bon, dans le sud-ouest en général, on n'est pas encore tellement assailli par toutes ces saloperies-là. Mais il y a, je pense,
dans les jeunes, dans la nouvelle génération, je vois dans le village où vit ma mère, il y a la plupart des gamins, quand on fait les repas de voisins, les fêtes de village et tout ça, ne touchent pas aux terrines qui ont été faites par les membres de la société de chasse, etc., et mangent des saloperies. Voilà, parce que, je sais pas d'où vient cette espèce de encore une fois, peut-être le rapport à la mort, à la ruralité, aux choses qui sont pas très belles, la même chose que pourquoi on n'achète pas les légumes moches dans les supermarchés, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est toutes ces choses-là, effectivement. Et toi, avec l'œil que tu as aujourd'hui, avec le recul, du haut de tes 71 ans, comment tu vois l'évolution de la chasse dans les années qui viennent? Est-ce que, à ton avis, ça va tomber dans les limbes de l'infamie? Ou est-ce qu'il peut y avoir un sursaut? Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un engouement? Quelqu'un qui lance une mode, un chanteur de pop qui se met à la chasse et hop, toutes les filles de 14 ans se mettent à la chasse? Je sais pas, comment tu vois l'embrouille? Je suis optimiste, raisonnablement optimiste, on va dire, parce que je pense que le monde dans lequel on vit, on va rentrer dans des considérations qui sont un peu... c'est ma manière de concevoir le monde, mais le monde fini dans lequel on vit aujourd'hui, avec les problématiques climatiques qu'on peut expérimenter, les problématiques énergétiques aussi, le monde va changer vite, je le pense. C'est un petit peu, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Covici, qui nous prévient depuis des années sur ce qui va sans doute nous arriver sur le coin du nez, et à l'intérieur de ça, c'est des équilibres qui ont été créés par l'homme, créer justement des surpopulations d'animaux dont on va se nourrir dans l'avenir, notamment le sanglier, qui est une problématique réellement mondiale. Et je pense moi, qu'il va y avoir une sorte de retour de fait à une sorte de pragmatisme, parce qu'à un moment donné, on va dire les choses. Le véganisme, c'est une histoire de petits blancs privilégiés, quand même. Ah oui, bien sûr, et privilégiés, c'est le cas de dire. Moi, les personnes dont je te parle tout à l'heure sont toutes des personnes qui ont des parents derrière qui peuvent tenir. Voilà, c'est quelque chose qui concerne pas les gens normaux, quoi. Je veux dire. Non, après, ils ont l'image qu'ils s'en font, ils se font un petit peu percuter par les médias, tout ça. Mais globalement, c'est quelque chose qui, à mon avis, cette espèce de mouvement un petit peu ridicule, pardonne-moi l'expression, à mon avis, va se foutre le camp avec notre abondance énergétique et notre abondance de notre mode de vie comme il est aujourd'hui. Donc je pense que on va vivre une sorte de renouveau des valeurs terriennes. Oui, j'espère. Moi aussi, j'espère. C'est un espoir que tout le monde a eu dans les années 70, jusqu'à ce que les années 80 viennent tout foutre en l'air. Là, j'espère que les années 2030 vont pas tout foutre en l'air non plus. Moi, j'ai tendance à faire confiance à l'être humain et dans son sens de la survie, son instinct de survie, qui aujourd'hui est passé à l'ère technologique. Donc, je pense qu'on va s'en tirer grâce à la technologie. Ça n'empêche pas qu'il faille faire attention. Voilà, moi je sais, j'ai un gros moteur qui pollue, un gros V6 qui bouffe du gaz. Oui, je sais, c'est très mal. Mais en même temps, les voitures électriques, c'est pas des vraies voitures. Alors, je peux pas conduire des trucs qui sont pas des vraies voitures. Et là, je rêve de m'acheter un Dodge Ram pour faire le malin dans les forêts, dans le coin. Donc, tu vois, je suis pas un exemple. Tu me parleras de ton malus au niveau de l'achat du Dodge Ram, et puis aussi du passage à la pompe aussi, qui peut être intéressant, parce que ça c'est des gros V8, ça doit consommer du V8 qui font un joli bruit, mais qui c'est ça. Voilà. Donc tu vois, Dodge Ram. Alors pour le délire, tu vois, mais je suis allé au Québec il y a pas très longtemps, là, ils ont tous ça, je sais pas comment ils font. Aux États-Unis aussi, c'est une des voitures que tu croises le plus avec le Ford Ranger et tout ça, t'en trouves absolument partout. Après, ça a son utilité dans des grandes étendues comme ça, où tout le monde est plus ou moins bricoleur, chasseur, un peu entrepreneur. Bon, c'est un pick-up, tu charges plein de trucs. La cabine est assez longue. Et on est d'accord, à Bergerac, Alexandre, à Bergerac, un C15, ça fait l'affaire. Mais on t'en trouve partout en plus.
Bah voilà, partout. Le C15 c'est sponsorisé par le 24. Et voilà. Le C15, tu peux faire des tonneaux, tu vois, quand tu rentres d'un repas de chasse, par exemple le samedi soir, tu peux faire des tonneaux, tu retombes toujours sur tes roues, tu vois. Voilà, bah évidemment, le C15 c'est le 4x4 de nos campagnes. Ah ça, le C15. Eh oui frérot, t'as tout à fait le truc, c'est une philosophie. Oui, c'est une philosophie qu'on n'a pas ici. Alors j'en vois quand même de plus en plus, hein, parce que les gars qui viennent chasser chez nous là-bas le week-end, ils ont de plus en plus de gros pick-up un peu à l'américaine, ou de gros 4x4 aménagés, notamment avec je sais pas si on appelle ça un chenil ou une cage, pour mettre les chiens derrière. Et ils sont quand même redoutablement équipés. Bah tiens, ça c'est aussi un truc sur lequel j'aurais bien aimé qu'on discute un peu, c'est l'évolution de la chasse en 100 ans à peu près, la transition entre le 20e et le 21e siècle. Ouais. Est-ce que toi, qui chasses à l'arc, donc il y a peut-être un aspect un peu différent, tu vois, de quelle façon tu vois l'évolution du matériel? Justement, moi je vois les gars, ils sont équipés, mais comme des commandos, comme des SEALs. Ils ont alors ils sont obligés de se mettre en orange, mais je pense que s'ils pouvaient se mettre en noir ou en camo, ils se moucheraient pas quand même, les gars. Avec des armes d'une puissance militaire incomparable, des GPS. Voilà. C'est intéressant parce que la puissance des armes, c'est faut globalement se rendre compte que la chasse à l'ancienne, globalement, c'était le chasseur de lapins. Hein, au XXe siècle, la base de la chasse française, c'était le lapin. Et le lapin, on le chassait avec un calibre 12, hein, le calibre 12 du grand-père, voire le calibre 16, voilà, ou le 16 du grand-père. On y mettait des cartouches, et voilà, tout, voilà. Après, il y a eu la transition qu'il y a eu, c'est depuis une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, comme partout dans le monde, il y a eu une explosion du nombre de grands gibiers. C'est-à-dire les grands ongulés qu'on va retrouver, c'est-à-dire les sangliers, les chevreuils et les cerfs. Ils ont explosé pour X raisons. D'abord l'explosion de l'agriculture intensive, qui donnait le gîte et le couvert, et ensuite le réchauffement climatique qui fait que les hivers d'antan, on les a plus. Et il se trouvait qu'avant, il y avait énormément de mortalité des jeunes pendant la période hivernale, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins parce que les hivers sont beaucoup plus doux. Donc tout ça participe. Et puis aussi, le phénomène de tous les fruits forestiers, hein, tout ce qui est, d'ailleurs on dit en termes synégétiques, une année c'est une bonne glandée, hein, une année d'une bonne glandée. Avec les glands pour avec beaucoup de glands. Okay. Et si l'année est une bonne glandée, généralement, si tu veux, la reproduction du sanglier est d'autant plus importante. Et voilà, le réchauffement climatique crée ça. Donc en fait, il y a eu un basculement entre ce chasseur qui était très rural à l'époque, hein, c'est les gens chassaient autour de chez eux, et aujourd'hui les chasseurs, il y a beaucoup de chasseurs qui chassent aujourd'hui le sanglier, mais le sanglier ça se chasse pas comme un lapin, et donc il faut une arme un poil plus puissante. Donc tu as deux sortes d'armes, je t'apprends pas ça à toi, hein, c'est pas à toi que je l'explique, c'est plus aux gens qui nous regardent. Vas-y. T'as le calibre 12, donc on va dire le fusil de chasse habituel qu'on appelle un canon lisse, dans lequel on met des cartouches, on peut mettre du plomb ou des balles, et puis après tu as ce qu'on appelle les armes à canon rayées, qui elles sont ce qu'on appelle vulgairement des carabines, et dont les calibres sont soit issus des calibres de guerre, tout à fait, soit l'inverse, hein, ça peut être des calibres de chasse qui sont passés calibres de guerre. De toute façon, dans tous les cas, tuer un sanglier de 100 kg, c'est la même chose que tuer un homme de 100 kg. Hein, il faut la même puissance de feu, voire plus, puisqu'un sanglier c'est quand même beaucoup plus costaud qu'un humain. Mais je déconseille à tout être humain de 100 kg d'essayer d'arrêter un sanglier qui fait le même poids que lui. Hein. C'est une très mauvaise idée. Et donc, si tu veux, l'histoire de l'armement, c'est en soi un faux problème. C'est-à-dire, pour tuer un sanglier, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire un trou dedans. Et pour que cet animal souffre le moins possible, il faut que la munition ait un pouvoir d'arrêt important, donc que l'animal tombe net, en minimisant au maximum les souffrances. Et donc oui, les armes sont impressionnantes, mais elles sont d'autant impressionnantes, si tu veux, que avant, il y avait, on chassait avec l'Express,
ce sont des carabines à crosse basculante qui ressemblent un petit peu à des fusils de chasse. Aujourd'hui, on est avec des armes semi-automatiques, avec des crosses carbone, avec des lunettes hyper efficaces. Et donc, mais dans l'absolu, si tu veux, les munitions, elles sont toutes extrêmement anciennes. Hein, que ce soit le 30-06, le 300 là, je vois beaucoup de gars ici qui chassent au 300 mag ou au 30-06, plus qu'avec de la tunette ou de la FOB calibre 12. Oui. Mais ça oui, parce que c'est plus efficace, c'est infiniment plus rapide. Tu peux tirer de beaucoup plus loin, tu peux chasser à l'approche aussi. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Alors après, moi, je suis loin d'être un expert en balistique. Hein, c'est pas du tout mon truc. Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit, vos machins. Mais c'est... Oh si, ça fait du bruit, c'est assez infernal. J'aime... Bon. Et c'est vrai que ça peut paraître important. C'est vrai que aujourd'hui, la presse, les médias en général, adorent rappeler qu'on a des calibres de guerre qui peuvent tuer à 3 km. C'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est moi une chose que j'entends régulièrement et qui parfois m'agace un peu, parce que faisant je rappelle quand même que le principe en fait de tout chasseur qui chasse en sécurité, c'est de tirer de manière fichante, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que on doit enterrer sa balle, donc on tire du haut vers le bas. Et donc, dans l'absolu, c'est vrai que le projectile peut parcourir 3 km, mais jusqu'à preuve du contraire, les sangliers, ça vole pas. Donc, je ne vois pas dans quelles circonstances est-ce qu'on pourrait tirer en l'air à un angle d'environ 45 degrés, tu vois, pour que la balle puisse parcourir 3 km. Et retomber, donc, il faut raison garder. Ça fait partie des légendes, pas urbaines du coup, mais rurales, des antichasses, qui te parlent aussi de la retombée des plombs de chasse au canard ou au gibier volant, qui en retombant peuvent causer des dommages sur connaissant la grosseur du plomb avec lequel on tire les bécasses ou le gibier volant en général. Je me pense pas qu'il atteigne une ogive. Il faudrait poser la question à Arnaud, si tu veux. Tous les chasseurs ont pris du plomb sur la tête. C'est rigolo. Il faut savoir que dans une cartouche de chasse, en moyenne, hein, pour les plus, il y a 36 grammes de plomb. Donc, 36 grammes de petites billes. Alors, elles sont d'une taille différente, hein, suivant ce qu'on chasse. Mais quand on tire en l'air, effectivement, et que ça redescend, ben en fait, ça peut surprendre hein, quand on n'est pas habitué, mais c'est absolument totalement inoffensif. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de danger là-dessus. Tout à fait, mais je pense qu'il y a une énorme méconnaissance. C'est pour ça, c'est peut-être un reproche aussi j'en ai beaucoup à faire, mais un reproche que je ferai au monde de la chasse, c'est peut-être de pas plus communiquer sur des choses terre à terre. Notamment cette problématique qui n'en est pas une de l'armement, cette problématique des déchets, parce que je vois qu'il y a les milliards de cartouches tirées dont tu avais parlé, les centaines de milliards de cartouches tirées avec les centaines de milliards de tonnes de plomb, on rentre même plus dans les étangs, c'est que du plomb, les étangs, c'est fini. Donc les canards ont tous le saturnisme. Tu vois, c'est fini, on en mange. Moi, je mange du canard depuis toujours. Personne n'a chopé ma blague. Hein. Saturnisme, le canard, tout ça. Ouais, bon, allez, bon, j'arrête. Vas-y, tu te charges de l'humour. Moi, je me charge du reste. Ce sera mieux. Ouais. Non, c'est vrai que toutes ces histoires de plomb, c'est... Il y a beaucoup de fantasmes. Oui, il y a énormément de fantasmes. Alors, Adriska me dit que oui, tout ça, t'en as parlé sur ta chaîne. Mais en fait, je réaborde le sujet parce que moi, mes abonnés sont pas forcément au fait de ce genre de choses. Et puis, voilà, c'est aussi dans un but quand tu auras une rediffusion ou même la diffusion de ce soir, que les personnes qui ne connaissent pas toutes ces problématiques ou ces interrogations puissent en avoir un aspect. Alors, encore une fois, c'est totalement subjectif. Hein, et une fois de plus, je vous dis que si vous avez des questions à poser, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on prendra les questions, soit en direct sur le Discord, vous avez le lien en haut du... là, en haut du clavardage, là, enfin par là quoi. Et sinon, par question sur le clavardage, on y répondra aussi. Il y avait encore 2-3 petites choses que j'avais envie d'aborder avec toi, notamment celle du permis de chasser. Arrêtez de dire le permis de chasse, ça ne veut rien dire. Parce que les médias, tous les médias, hein, BFM, c'est permis de chasse.
Donc la réforme, enfin la réforme. On dit pas le permis de conduite. Permis de conduite, voilà, non, c'est tout à fait. Mais non. J'ai vu ta vidéo réaction au superbe article de Reporter, tu sais, qui ont envoyé un espion infiltré, quelqu'un qui a réussi au péril de sa vie à aller passer ça. Un journaliste extraordinaire. À mon avis, il est en lice pour le Pulitzer là. Ah ben c'est le prix Londres au Pulitzer, ouais, là on est en plein dedans là. Et ouais, j'ai trouvé ça assez épatant. Connaissant beaucoup de jeunes ici, et de moins jeunes, hein, moi le problème, c'est qui ont passé ou qui vont passer le permis de chasser. Est-ce que toi tu verrais des évolutions? Parce que j'ai regardé un peu la partie pratique, donc franchir une clôture avec un fusil ou une carabine, un exercice de transport, etc., que je trouve intéressant. Par contre, je trouve que la partie pratique, qui est donc sanglier courant, tir sur plateau, etc., est peut-être pas suffisante. C'est mon avis à moi. Je pense aussi, moi, que savoir démonter une arme, entretenir une arme, différencier les calibres, l'utilisation, plus de tirs, mais bon, ça c'est mon côté peut-être tireur sportif, me semble aussi intéressante. Par contre, j'ai trouvé toute la partie théorique, donc sur les espèces, la sauvegarde, le nichage, etc., extrêmement intéressante, mais peut-être pas suffisamment poussée sur certains aspects des saisons, etc. Toi, comment t'as vu l'évolution du permis de chasser? Déjà, tu l'as passé il y a combien de temps, le tien? Et puis, est-ce que tu verrais des évolutions ou pas apportées à ça? Moi, je l'ai passé il y a 20 ans. Donc, non. Putain, j'aimerais bien. Je l'ai passé il y a 30 ans. Voilà, ça c'est fait. Je vais y aller, moi. Hein. Ah ouais, t'avais mon âge, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Je l'ai passé. Je l'ai passé il y a 27 ans, quelque chose comme ça. J'avais à peine 20 ans. Et en fait, pour répondre à ta question, oui, il me semble que le permis de chasser devrait être réformé. Et il se trouve qu'il y a un travail formidable qui a été fait par un sénateur qui s'appelle Patrick Chaize. Qui a donc fait des propositions pour réformer le permis de chasser. Pour moi, des propositions qui vont clairement dans le bon sens. Il y a effectivement, on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, le permis de chasser s'occupe juste de savoir si vous êtes dangereux ou pas. Okay. Donc en fait, on se rend compte, est-ce que vous savez manier une arme? Est-ce que vous êtes dangereux avec? Est-ce que vous savez la décharger, la recharger, la démonter, la remonter? Est-ce que si on vous envoie un plateau rouge, vous êtes capable de ne pas monter le fusil à l'épaule et versus un plateau blanc où vous avez le droit de monter le fusil à l'épaule, tout ça. On vérifie, savoir si vous n'êtes pas dangereux. Mais effectivement, je pense que le permis pourrait être un peu plus compliqué, un peu plus exigeant. Après, il faut comprendre une chose, c'est que la chasse en France, contrairement à d'autres pays, comme la Suisse par exemple, ou l'Allemagne, c'est une activité qui est extrêmement populaire. C'est une activité de nos campagnes, Alors, encore une fois, il y a d'énormes disparités entre les régions françaises sur ce que ça coûte de chasser, mais voilà, globalement, l'historique de la chasse, c'est que c'est une activité infiniment populaire. Et il se trouve que plus on va aller vers une complexification de l'accès à la chasse, évidemment, moins il y aura de chasseurs. Puisque on va évidemment rendre l'accès à la chasse plus compliqué, donc mathématiquement il y aura moins de chasseurs. Donc c'est une vraie question, puisque la chasse aujourd'hui en France, elle arrive à se défendre parce qu'on est 1 million de chasseurs aujourd'hui à valider nos permis de chasser chaque année. Donc ça fait quand même une force importante, et puis il faut juste remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Il y a en moyenne, depuis une vingtaine d'années, 10 de morts par an à la chasse, dont l'extrême majorité sont des chasseurs. C'est-à-dire qu'en moyenne, je crois, depuis 20 ans, il y a un non-chasseur par an qui est tué c'est le chiffre que j'avais vu aussi. Ouais. Voilà. En sachant que l'année dernière, il y a eu 0 non-chasseur, et en sachant que cette année, on est toujours à 0 non-chasseur aussi. Donc, je crois qu'on est à 2 auto-accidents depuis l'ouverture. Okay. Et c'est des auto-accidents. C'est des gens qui se sont tirés dessus par accident. Donc, on va vers une prise de conscience et on va vers
quelque chose qui ressemble, si tu veux, à l'aléa de la vie. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu peux te prendre un camion dans le nez. Tu vois, il y a un moment, on peut pas. Si on commence à psychoter un peu pour tout et n'importe quoi, on sort plus de chez soi. Donc, a priori, il y a pas. Les statistiques nous montrent qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui à se promener dans la nature. Donc, il faut pas non plus devenir hystérique avec l'histoire de la sécurité. Les adversaires de la chasse aujourd'hui ont très bien compris quel était le levier émotionnel de ce truc-là. Et donc, évidemment, dès qu'il se passe le moindre truc, ça monte en épingle les faits divers pour toucher le maximum de personnes. Oui, mais malgré tout, des dramatiques assez impressionnantes. Moi, je pense que je me rappelle de cette femme avec son enfant qui était accroupie, qui entendait « Ils sont là, ils sont là, ils sont... Ah là là, ils sont sortis !» Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois avoir un papy à 80 mètres qui était en train de taper des grives ou des pigeons. Mais en fait, tout ça, c'est ça qui est fou, en fait. Et là où ils ont fait un tour de force, les anti-chasses, c'est quand même miraculeux. C'est-à-dire qu'ils ont instrumentalisé la peur à la chasse, alors, en créant une vraie psychose, puisque de toutes les statistiques de sécurité, la seule chose qui monte, c'est le sentiment d'insécurité. Oui, c'est ça, oui. Tout le reste descend. Bien sûr. C'est-à-dire que la chasse est de plus en plus sûre, de plus en plus sûre. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire un truc, un chiffre à la con. L'année dernière, en France, il y a eu 0 mort non-chasseur. Par contre, il y a 2 personnes qui ont été tuées par des cyclistes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que tu vois le truc. Eh oui. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui il faut interdire le cyclisme, on le prendrait pour un fou. On le prendrait pour un fou. Ah, mais bien entendu, oui, mais ça, donc, en fait, totalement... Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire interdire la chasse d'un sport. C'est pas un sport, ça peut l'être, mais d'une activité qui est infiniment peu dangereuse. Je veux dire, encore une fois, on est aux alentours des aléas de la vie, quoi. Je veux dire, il y a des histoires, il y a des balles folles, des fois, qui font des trucs impossibles, mais parce qu'on tire des dizaines de millions de cartouches par an, faut pas l'oublier. Des centaines de milliards. Oui, 2 milliards, pardon. On est 1 million de chasseurs, donc déjà, si on considère qu'en moyenne, chaque chasseur tire 10 cartouches dans l'année, ça fait déjà 10 millions de coups de feu. Oui, voilà, oui. Tu vois. Donc oui, non, mais on est même en dessous des aléas de la vie, parce que quand tu regardes les chiffres des accidents domestiques, ne serait-ce que les chiffres des accidents domestiques, on est moins en sécurité chez soi que dans une forêt où il y a une battue. On est clairement sur une instrumentalisation de la peur, et c'est là où ils ont fait un tour de force. C'est réellement qu'ils ont quand même réussi à la fois créer un sentiment d'insécurité. Ensuite, chaque année, de faire un sondage pour mesurer leur propagande. Oui, c'est ça. Donc, regardez, les gens ont de plus en plus peur dans la forêt, donc abolition de la chasse. C'est surréaliste. C'est ça, mais on retrouve la même problématique aussi en matière de criminalité. Moi, c'est mon cœur de cible, on va dire, et mon cœur d'étude, c'est la criminalité. Et elle est extrêmement différente dans le ressenti au Japon et en France. Au Japon, on est dans un pays qui connaît une explosion de la criminalité. On est sur des plus 100, 200, 300% de certains types de criminalité. Et les gens n'ont pas de sentiment d'insécurité. Au contraire, on est toujours sur les acquis de la société sécurisée. Alors qu'en France, on est sur une baisse globale de la criminalité violente, c'est-à-dire des meurtres, mais on a une augmentation du sentiment d'insécurité, et c'est très compliqué d'en parler parce que certains médias ont fait un tel boulot que moi, dès que j'en parle dans un vlog, dans une vidéo, je me fais traiter de gauchiste, de vendu, de tout ce que tu veux. T'as qu'à sortir dans la rue, tu verras si t'as pas... Oui, non mais... Alors, sortir dans la rue, ça s'appelle du ressenti. C'est systématiquement le même problème de la propagande, et puis on tombe après dans le populisme. C'est-à-dire que c'est marrant, mais tu retrouves exactement les mêmes méthodes qui sont employées par les anti-chasses et les anti-machins que les véganes et compagnie, que tu vas retrouver dans les gouvernements populistes et dictatoriaux. C'est ça, oui, mais complètement. C'est complètement le narratif, et malheureusement, après, la réalité, elle est complètement dissoute dans la propagande. Et c'est pour ça que ma chaîne existe. Alors moi, j'ai un niveau, évidemment, je suis pas dans des sujets sociétaux qui sont gigantesques, mais ça rejoint clairement, oui, cette problématique, je suis bien d'accord.
Et justement, on va en venir à ça aussi, parce que je voulais qu'on en discute un petit peu par rapport à la problématique de l'insécurité, de la ruralité, de tout ce que... des orientations de discours des uns et des autres. Il y en a un qui se fait entendre depuis quelques années, que j'apprécie énormément, monsieur du Nord-Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais même, monsieur Willy Schren, que tu connais. Et je viens d'apprendre qu'il avait monté un parti, l'Alliance Rurale, et qu'il présentait 81 candidats, dont lui, aux élections européennes de juin 2024. Donc président de la Fédération nationale des chasseurs. J'ai parcouru un peu les propositions, les choses dont il parle. Je trouve que c'est plutôt bien amené. Il y a beaucoup de choses qui me parlent en tant que personne issue de la ruralité, qui est revenue à la ruralité, et qui m'aurait parlé aussi à l'époque où j'étais encore au Japon, puisque bon là j'étais à Tokyo les derniers temps, mais j'ai longtemps vécu à la campagne, en plein territoire de chasse. Parce que une chose qui m'a frappé, après je te demandais ton avis sur sa candidature, et puis si tu as des choses que j'ignore, je pense à peu près 99%, j'ai été frappé par le fait de cette espèce d'abandon global et généralisé qu'il pouvait y avoir dans les campagnes françaises, à savoir que la misère dans tous les sens du terme, que ce soit financière, sociale ou affective, frappe les campagnes du Périgord, de la Creuse, de la Haute-Vienne, beaucoup plus que les cités et les villes, pour lesquelles on a quand même lâché pas mal de pépettes. Il n'y a pas de plan ruralité. Enfin, il y en a un là qui vient d'être voté, d'après ce que j'ai vu, mais c'est le premier. Il n'y a pas de plan ruralité. Il faut savoir qu'ici, un enfant qui veut sortir, qui habite dans un village de 300 habitants, il n'a pas de bus, il n'a pas de maison des jeunes et de la culture, je sais pas, ça existe peut-être plus, enfin bon, ça a eu existé, il n'a pas de cinéma, il n'a rien pour s'amuser, et personne ne s'occupe de lui, il n'aura rien pour faire du sport, il n'aura absolument rien à part un club de foot qui réunit toutes les communes à 20 km de chez lui. Enfin voilà, et je trouve que dans les problématiques abordées par Willy Schren et puis le programme qu'il a commencé à diffuser, on retrouve pas mal de choses de ce type-là. Je sais que ça va faire grincer des Molières parce que qui vont monter sur leurs grands chevaux, parce que visiblement il y aurait des choses plus importantes en France, et je trouve qu'il n'y a pas de choses plus ou moins importantes. Pour vivre dedans, je m'aperçois que la capsule spatio-temporelle, loin de la France, n'a rien changé à la situation de la ruralité, sauf une chose, c'est qu'ils sont de plus en plus dans la précarité, mais aussi que les acquis de la ruralité, la chasse, l'élevage, toutes ces choses-là sont en train de se casser la figure, que l'image de la ruralité auprès des urbains qui pourtant sont véganes, aiment la maman de Bambi, est catastrophique. Est-ce que tu peux me parler de ce monsieur? Donc moi je l'ai découvert aux Grandes Gueules sur RMC, qui est l'émission que j'écoute depuis le début, que j'adore. J'aimerais tellement que tout le monde puisse avoir ce genre de discussion dans la vie, confronter des gens, même pas confronter, mais réunir des gens qui ont des opinions si différentes. Voilà, je suis très fan, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé découvrir, je ne le connaissais pas avant, Willy Schren là-dedans. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Quelle est ton opinion déjà? Quelle est l'utilité d'avoir un parti rural, l'Alliance Rurale? Quelle est la différence avec, j'ai souvenance d'un parti qui s'appelait Chasse, Pêche, Nature et Tradition il y a quelques années, qui faisait grincer aussi tout le monde en disant « Attention, c'est des fascistes sous couverture ». Vas-y, c'était un long tunnel, plus une question à toi. Alors déjà, il y a deux pans, c'est-à-dire qu'il y a le pan humain, déjà. C'est-à-dire que moi, je connais Willy Schren, j'ai la chance d'avoir pu le côtoyer quelques fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'admire aussi. C'est un monsieur d'une très grande intelligence et d'une très grande finesse d'analyse. C'est vraiment quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement et énormément. Après, il y a sa fonction en tant que président de la Fédération nationale des chasseurs. Il y a son côté médiatique, qui est un choix de sa part. Grâce à lui, la chasse est sortie un petit peu de l'anonymat. Ça, c'est très bien. Et puis après, il y a l'aspect politique. Moi, je navigue un petit peu dans tout ça, et en tant qu'observateur, si tu veux, du monde cinégétique et observateur de la chasse, des anti-chasses, des véganes et des... Voilà.
j'ai besoin d'avoir une liberté de parole, et pour que je puisse avoir une liberté de parole, il faut que j'évite de m'acoquiner avec des mouvements politiques. Parce qu'à partir du moment où je vais, moi, embrasser un mouvement politique, derrière, on va me dire, oui, mais ça, il faut pas le dire, ça, t'aurais pas dû, ça, est-ce que tu peux faire une vidéo qui parlerait de ci ou de ça? Donc ça, c'est hors de question. Et pour devancer les questions, des questions que mes abonnés m'ont demandé, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je ne participe pas à cette aventure. Ok, ça fait sens, comme on dit. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que sur le fond, ça a le mérite de poser sur la table des questions qui sont aujourd'hui importantes, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des choses plus importantes. Oui, il y a des choses plus importantes. Ah, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, mais j'ai compris que tu relayais des gens qui le disaient. Oui, il y a des choses plus importantes, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit parler de la désertification médicale qu'il y a dans les campagnes? Est-ce qu'on doit parler du fait qu'il n'y a plus aucun service public nulle part? Des gens qui sont seuls aujourd'hui dans des maisons isolées? Ah, t'as réussi à faire le pouce? J'ai même pas fait exprès. Putain, moi, ça marche pas. Ça m'énerve. Ah, parce que t'es Julia, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Et il y a aussi le phénomène, je veux dire, quand aujourd'hui quelqu'un habite dans le fond de la campagne et qui fait tous les jours 45 km pour aller bosser, aller-retour, l'augmentation du carburant, est-ce que c'est un sujet? Je veux dire, on ne peut pas, comme ça, ne pas prendre en compte ces problématiques sous prétexte que c'est une minorité de gens qui habitent là. Et encore, une minorité, tout est relatif. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui habitent en campagne. Et donc, ça manquait d'un parti qui aurait la capacité de parler à ces gens-là et de surtout mettre sur la table et dans le débat public ces questions-là. Après, moi, je ne suis pas maître de ce qui va se dire, je ne suis pas maître de la compétence des gens, de ce qu'ils vont dire, de ne pas dire, parce que c'est comme tout. Moi, j'ai les territoires chevillés au corps et au cœur. J'aime ma région, j'aime ses traditions. Mais je suis, en ce sens-là, il y a un côté, j'ai un côté sympathisant de cette initiative. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire à propos d'autres sujets de société et avec lesquels je ne sais pas si je serai d'accord. Voilà. Après, moi, tant qu'on parle des sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui, je vois pas les choses d'un mauvais œil, quoi. Voilà. Oui, ce que je pense. Ce qui serait formidable, c'est qu'ils ne s'avancent pas sur des sujets de société qui ne concernent pas la ruralité, et que s'ils arrivaient à avoir des élus, ce dont je ne doute pas, ils puissent justement se faire les porte-parole de la ruralité dans les assemblées. Même au niveau de l'Europe, là c'est pour les élections européennes, je pense que le Parlement européen aurait bien besoin aussi d'avoir des retours de terrain de ce qui se fait dans les campagnes des différents pays. Moi je suis pas un Européen convaincu, hein, pas du tout, hein, mais en tout cas, c'est sur cet aspect-là que je trouvais que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui se fasse un peu la voix. C'est à chaque fois, à chaque élection, moi je les ai quasiment toutes vécues ces 20 dernières années de l'étranger, mais je recevais quand même la propagande des partis, des différents partis, et je voyais bien que la ruralité était totalement abandonnée, sauf par un parti qui va grincer des molaires aussi en voyant la candidature mais bon, qu'on ne nommera pas, qui était le seul à en parler, et ce qui explique certainement le succès qu'ils ont pu avoir en milieu rural de plus en plus, puisque c'était surtout ces problématiques-là, liées aussi souvent à la chasse, à l'élevage, à toutes ces choses-là. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame aujourd'hui dans l'esprit des gens entre, pour aller vite, l'extrême droite et la ruralité, simplement parce que les seuls, oui, disons les choses, hein, les seuls qui sont en capacité, les seuls aujourd'hui qui parlent aux gens ruraux, c'est malheureusement l'extrême droite. C'est ce que tu disais. C'est que si aujourd'hui on ne peut, alors moi voilà, chacun vote comme il veut, hein, c'est pas la question. C'est juste de dire que plus on aura de partis, de mouvements politiques qui prendront en main cette question-là, et plus je pense qu'on sera le mieux traité dans nos campagnes. Voilà, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune représentation. Moi, il y a eu quelques changements de bord là dans les cantons et dans les campagnes du coin, avec des élus. Tiens, j'ai quelqu'un qui me parle dans le casque. Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi. Tiens.
Bon, c'est rien, t'inquiète pas, on va gérer ça. C'est moi qui ai des bruits parasites dans les oreilles, des fois. Ouais. Tu captes la Jackie qui est du passé avec sa 4L. Ça doit être ça. Remarque, j'en ai découvert une. C'est dommage que je sois ruiné à cause de YouTube, parce que là, je vois des enquêtes. Ah ben, YouTube m'a tué, hein. ER à la fin. Et je l'écrirai sur la porte de ma maison avec mon sang. Ah non, dis pas de conneries. Voilà, non, il faut un peu détendre l'atmosphère. Je trouve qu'on est un peu trop sérieux depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on est sérieux là. Ah, cette chaîne part en vélo là, tu vois. Ça devient n'importe quoi. T'habites dans le nord de la Fistinière. Putain, oh là là. Je viens de voir la rediff du ça va. Non, tu voulais que détendre l'atmosphère. Sûr que là, si ton cerveau a lu Fistinière, je pense qu'il faut aller au dodo. Non, mais c'est de ma faute, je me mea culpa. Mea culpa. En marquant mon âge, quand le mea culpa, c'est tout à fait normal. Oui. Putain, je sens que ça peut partir à n'importe quel moment. Et je ne bois que de l'eau et du thé au maïs. Mais personne n'en doute. Il y a peut-être de l'ergot de seigle dans mon thé au maïs, c'est fort possible. Mais c'est tellement bobo ça. Le thé au maïs, pas du tout. On appelle ça du koncha au Japon. On en boit tout le temps et c'est un truc qui vaut pas cher. Et c'est très très bon.